L'appel est arrivé à 15h47 un mardi après-midi. La voix de Rebecca Brennan tremblait tellement que la standardiste pouvait à peine la comprendre. S'il vous plaît, monsieur Ma le fille a juge, dit quelque ayez chose, pitié. chuchota J'ai dû Rebecca me dans le battre pour mes téléphone. droits en tant que femme trans. Quelque chose de terrible. La standardiste lui demanda de répéter. Elle a dit qu'il y a un homme dans la salle de bain qui la regarde. En 1 heure, la banlieue tranquille de Maple Ridge ne serait plus jamais la même. Rebecca Brennan avait 32 ans, récemment divorcée, essayant de reconstruire sa vie dans une modeste maison de 2 chambres sur Pinewood Drive. Sa fille, Lily, avait 4 ans, boucles blondes, yeux brillants, le genre d'enfant qui souriait aux inconnus dans les épiceries. Le divorce avait été amer. L'ex-conjoint de Rebecca, Jordan Hayes, s'était battu dur pour conserver les droits de visite. Le juge les avait accordés, un week-end sur 2. Lily restait avec Jordan. Rebecca détestait ça. Elle l'avait dit à son avocat, à ses amis, à son thérapeute, à quiconque voulait l'écouter, qu'elle ne se sentait pas en sécurité de laisser Lily partir. Mais la loi disait que Jordan avait des droits. Alors Rebecca n'avait pas le choix. Ce mardi-là, Lily rentra de la maternelle et alla directement à la salle de bain. Rebecca était dans la cuisine en train de préparer des collations quand elle l'entendit. Une petite voix effrayée qui appelait « Maman ?»« Oui, chérie. Il y a un homme dans la salle de bain qui me regarde. » Rebecca laissa tomber la pomme qu'elle tenait. Elle roula sur le sol, oubliée. Elle courut vers la salle de bain. Lily était là, seule, fixant le miroir. Son visage était pâle. « Quel homme, bébé? Qu'est-ce que tu as vu ?» Lily pointa le miroir. « L'homme. Il me regarde. » Les mains de Rebecca tremblaient quand elle appela la police, puis elle appela son avocat, puis elle publia sur Facebook « Ma fille vient de me dire quelque chose qui m'a brisé le cœur. Priez pour nous. » En quelques minutes, la publication avait une centaine de réactions. En 1 heure, elle avait 1 millier de partages. Au moment où Lala, police arriva, l'histoire se répandait déjà. Jordan Hayes fut arrêté le lendemain matin au travail. Sans avertissement, sans explication. Juste 2 officiers entrant dans le bureau et demandant à Jordan de venir tranquillement. Les collègues regardaient. Des caméras d'une équipe de nouvelles locales attendaient déjà à l'extérieur. Jordan ne résista pas. À quoi bon? Au poste, un détective nommé Paul Grant s'assit en face de Jordan dans une pièce froide et grise. Il posa les mêmes questions encore et encore. « Où étiez-vous mardi? Avez-vous vu Lily? Êtes-vous allé chez Rebecca? » Jordan répondit à chaque question de la même façon. « Je n'étais pas là. J'étais au travail toute la journée. Vous pouvez vérifier. » Le détective Grant se renversa dans sa chaise. « Vous savez ce que je pense? Je pense que vous mentez. » Jordan ne dit rien. Les médias reprirent l'histoire ce soir-là. Femme trans, accusée d'observer un enfant dans la salle de bain. La section des commentaires explosa. Des gens qui n'avaient jamais rencontré Jordan, jamais entendu l'histoire complète, s'étaient déjà fait une opinion. Catherine Mercer, la procureure, jeta un coup d'œil au dossier et sut qu'il définirait sa carrière. Elle convoqua une conférence de presse le lendemain. Debout devant une douzaine de caméras, elle promit justice pour Lily Brennan. « Nous ne nous reposerons pas tant que cet enfant ne sera pas en sécurité », dit Catherine, sa voix forte et claire. La foule derrière elle applaudit. Jordan était assise dans une cellule de détention, fixant les murs de béton, se demandant comment tout avait si mal tourné si vite. De l'autre côté de la ville, un homme nommé Marcus Klein regardait la conférence de presse sur son ordinateur portable. Marcus était documentariste, affamé, ambitieux, toujours à la recherche de la prochaine grande histoire. Il avait couvert 3 affaires criminelles auparavant, chacune plus virale que la précédente. Celle-ci semblait différente. Il prit sa caméra et se rendit au tribunal. Pendant ce temps, Diane Foster, une avocate commise d'office, avec 20 ans d'expérience et plus beaucoup de foi dans le système, reçut l'appel concernant le cas de Jordan. Elle soupira, se versa une autre tasse de café et se dirigea vers la prison. Quand elle entra dans la cellule, Jordan leva les yeux. Leurs regards se croisèrent.
Je n'ai rien fait, chuchota Jordan. Diane s'assit en face d'elle. Je sais, dit-elle doucement. Mais ça n'a pas d'importance si nous ne pouvons pas le prouver. Le visage de Jordan se froissa. Alors que faisons-nous? Diane n'avait pas encore de réponse. 3 jours plus tard, tout changea. Rebecca appela le 211 à nouveau. Cette fois, sa voix ne tremblait pas, elle criait « Ma fille, elle ne respire plus. S'il vous plaît, mon Dieu, s'il vous plaît. » Les ambulanciers arrivèrent à 16h12. Ils trouvèrent Lily Brennan dans la baignoire. Elle était déjà partie. Le rapport du médecin légiste arriva à vendredi matin. Lily Brennan s'était noyée. L'eau dans ses poumons le confirmait. Mais il y avait autre chose. Quelque chose que le médecin légiste ne pouvait ignorer. Des ecchymoses. De petites marques circulaires sur le haut de ses bras. Le genre qui vient d'être tenu. Fermement. Le détective. Paul Grant se tenait dans la salle d'autopsie, fixant les photographies étalées sur la table d'acier. Il avait vu beaucoup de choses en 23 ans de service. Mais ça, une fillette de 4 ans avec des ecchymoses en forme d'empreinte digitale, ça restait avec lui. Combien de temps? Était-elle dans l'eau? Demanda-t-il. Le médecin légiste, une femme nommée Dr. Helen Shaw, ajusta ses lunettes. D'après l'état du corps, je dirais pas plus de 10 à 15 minutes avant que quelqu'un ne la trouve. Quelqu'un. L'appel au 911 est venu de Rebecca Brennan à 16h12. Mais l'appel réel au service d'urgence. Dr. Shaw feuilleta ses notes. Celui-là a été fait par Jordan Hayes à 15h58. La mâchoire de Grant se contracta. Jordan a appelé? Oui, 14 minutes avant Rebecca. Cela changeait tout. Au poste de police, Rebecca était assise dans une salle d'interrogatoire, le visage enfoui dans ses mains. Elle pleurait depuis des heures. Ses yeux étaient gonflés, sa voix rauque. Le détective Grant s'assit en face d'elle, son expression neutre. « Rebecca, j'ai besoin que vous me racontiez mardi après-midi. » Encore une fois. Rebecca leva les yeux. « Je vous ai déjà tout dit. Dites-moi encore. » Elle prit une respiration tremblante. « J'ai quitté la maison vers 2h. Je devais aller à l'épicerie. Lily regardait des dessins animés. J'ai demandé à Jordan de venir et de rester avec elle. Juste pour quelques heures. Et Jordan a accepté? Oui. La voix de Rebecca se brisa. Je pensais que ce serait correct. Ce n'était que 2 heures. Grant se pencha en avant. À quelle heure êtes-vous revenu? Un peu avant 5 heures. Je suis entré et... Elle s'arrêta, ses mains tremblant. La porte de la salle de bain était ouverte. Jordan était là, juste à fixer Lily. Elle ne bougeait pas. Elle ne faisait rien. Juste regarder. Et Lily... Le visage de Rebecca se tordit de douleur. Elle était dans la baignoire. L'eau coulait encore. J'ai crié. Je l'ai sortie, j'ai essayé de faire, la RCR, mais elle s'effondra complètement. Grant la laissa pleurer un moment, puis fit glisser un morceau de papier sur la table. Rebecca, reconnaissez-vous ceci? C'était un reçu. Daté du jour de la mort de Lily. Horodaté. 14h17. D'une épicerie à 10 kilomètres. C'est le mien, chuchota Rebecca. Et celui-ci? Grant lui montra un autre reçu. Même magasin. Horodaté, 16h52. Rebecca hocha la tête. Donc vous étiez parti de 14h17 jusqu'à 16h52. C'est 2h35. Je suppose, je ne sais pas, je ne regardais pas l'heure. Où est la voiture de Jordan? Dans tout ça? Rebecca cligna des yeux. Quoi? Nous avons vérifié les images de surveillance de votre rue. Votre voiture part à 14h14. Elle revient à 16h53. Mais nous ne voyons la voiture de Jordan nulle part. Le visage de Rebecca devint pâle. Elle a dû se garer au coin de la rue. Elle fait ça parfois. Pourquoi ferait-elle ça? Je ne sais pas. Peut-être qu'elle ne voulait pas que les voisins voient. Grant prit une note. Jordan avait-elle une clé de votre maison? Non, je lui ai donné le code de la porte arrière. Et vous êtes sûr qu'elle était là quand vous... T'es parti? Rebecca hésita. Juste une seconde. Oui, je l'ai appelée avant de partir.
Elle a dit qu'elle était en route. Mais vous ne l'avez pas réellement vue arriver? Non, mais elle a répondu quand j'ai appelé du magasin. Elle a dit que tout allait bien. Grant ferma son carnet. Merci, Rebecca. Ce sera tout pour l'instant. Elle le regarda, confuse. C'est tout? Vous n'allez pas l'arrêter? Nous l'avons déjà fait. Rebecca exhala, le soulagement inondant son visage. Bien, bien. Mais alors qu'elle quittait la pièce, Grant ne pouvait se débarrasser du sentiment que quelque chose n'allait pas. De l'autre côté de la ville, Diane Foster était assise dans une salle de réunion exiguë à la prison du comté, examinant le dossier de Jordan. Les preuves étaient accablantes. Pas d'alibi, pas de témoin, et un enfant mort. Mais ensuite, il y avait l'appel au 911, Diane sortit son ordinateur portable et joua l'enregistrement pour la 3e fois. La voix de Jordan retentit, frénétique et brisée. « S'il vous plaît, elle ne respire pas. Je l'ai trouvée dans la baignoire. S'il vous plaît, envoyez quelqu'un. » La voix calme de la standardiste. « L'enfant. » Réagit-elle? « Non, non, elle ne bouge pas. Je l'ai sortie, j'ai essayé. Faites-vous la RCR. »« Oui, oui, s'il vous plaît, dépêchez-vous. » Diane mit l'enregistrement en pause. Si Jordan avait fait ça, pourquoi appeler le 911? Pourquoi essayer de la sauver? Elle prit note de demander les relevés téléphoniques complets. Puis elle trouva autre chose, quelque chose enfoui au bas du dossier. 6 mois plus tôt, Rebecca avait déposé une demande d'ordonnance restrictive contre Jordan. La demande fut refusée. Raison. Preuves insuffisantes. Diane récupéra les documents du tribunal. La pétition de Rebecca prétendait que Jordan avait eu un comportement erratique et faisait des menaces. Mais quand on lui demanda des détails, Rebecca ne put en fournir. Le juge l'avait rejeté comme un litige de garde. Diane se renversa dans sa chaise. Elle faisait ça depuis assez longtemps pour savoir quand quelqu'un construisait un récit. Et Rebecca Brennan en construisait un. Ce soir-là, Marcus Klein était assis dans son appartement exigu, montant des images du tribunal. Il avait interviewé une 12aine de personnes, voisins, collègues, inconnus au hasard avec des opinions. Tout le monde avait une théorie. Personne n'avait de faits. Mais ensuite il trouva quelque chose d'intéressant. L'une des voisines, une femme nommée Madame Callahan, avait mentionné quelque chose en passant. Lily était une fille si douce, mais elle semblait effrayée dernièrement. Elle a dit à son professeur qu'elle n'aimait pas le nouveau petit ami de maman. Marcus figea la vidéo, la rejoua. Le nouveau petit ami de maman. Il ouvrit son ordinateur portable et commença à chercher sur les réseaux sociaux de Rebecca Brennan. Ça ne prit pas longtemps. 3 semaines avant la mort de Lily, Rebecca avait publié une photo avec un homme. Grand, musclé, coupe militaire. La légende disait « Nouveau départ ». Son nom était Travis Holt. Marcus fit une vérification d'antécédents. Ce qu'il trouva lui retourna l'estomac. La salle d'audience était bondée. Tous les sièges occupés. Les journalistes alignés contre le mur du fond, caméras prêtes. À l'extérieur, des manifestants tenaient des pancartes. La moitié exigeant justice pour Lily, l'autre moitié défendant le droit de Jordan à un procès équitable. Catherine Mercer se tenait à la table de l'accusation, parfaitement composée. Tailleur bleu marine, cheveux tirés en arrière, chaque mot répété. Elle s'était préparée pour ce moment pendant des semaines. De l'autre côté de la salle, Diane Foster avait l'air fatiguée. Son tailleur était froissé. Son café était froid. Mais ses yeux étaient vifs. Jordan était assise à côté, d'elle fixant droit devant. Mains croisées, visage vide. Le poids du monde pesant. Le juge entra. Tout le monde se leva. L'État contre Jordan Hayes, annonça l'huissier. Déclaration d'ouverture. Catherine s'approcha lentement de la boîte des jurés, délibérément. Elle laissa le silence. S'installer avant de parler. Mesdames et messieurs, cette affaire concerne la trahison. Sa voix était calme, mesurée. Rebecca Brennan faisait confiance à Jordan Hayes. Elle a permis à Jordan d'entrer dans sa maison, dans la vie de sa fille, et Jordan a récompensé cette confiance par la violence. Elle fit une pause,
laissant les mots s'imprégner. Lily Brennan, 4 ans, a dit quelque chose d'horrible à sa mère quelques jours avant sa mort. Elle a dit « Maman, il y a un homme dans la salle de bain qui me regarde. » Un enfant n'invente pas ça. Un enfant ne ment pas sur la peur. Catherine se tourna, désignant Jordan. L'accusé avait un mobile, la jalousie après le divorce. L'accusé avait l'opportunité, accès non surveillé à Lily. Et l'accusé avait les moyens, contrôle total sur un enfant sans défense. Elle retourna vers sa table. À la fin de ce procès, vous verrez que Jordan Hayes est coupable, pas à cause de qui elles sont, mais à cause de ce qu'elles ont fait. Le jury la regarda s'asseoir, impassible. Diane se leva. Elle ne s'approcha pas du jury. Elle resta où elle était. « Ma collègue vient de vous dire que cette affaire concerne la trahison, » dit Diane doucement. « Elle a raison, mais pas comme elle le pense. » Elle prit une seule feuille de papier. « Ceci est l'appel au 911 passé le jour de la mort de Lily Brennan. Il a été passé à 15h58 par Jordan Hayes. » Diane la leva. « Si Jordan est coupable, pourquoi appeler à l'aide? Pourquoi essayer de sauver l'enfant? Pourquoi ne pas fuir? Pourquoi ne pas se cacher? » Elle posa le papier. « Parce que Jordan aimait Lily. Et quand Jordan l'a trouvée inconsciente dans cette baignoire, le premier instinct n'était pas de le cacher, c'était de la sauver. » Diane s'avança finalement vers le jury. « L'accusation veut que vous croyiez que cette affaire est simple. Mobile, opportunité, moyen. Mais ce qu'ils ne vous diront pas, c'est que quelqu'un d'autre avait les trois. Quelqu'un d'autre avait accès à cette maison. Quelqu'un d'autre avait une raison de vouloir que Lily disparaisse. » Catherine se leva. « Objection, l'avocate spécule. » Le juge hocha la tête. « Retenue, Madame Foster, tenez-vous-en aux faits. » Diane ne s'y a pas. « Les faits, votre honneur, montreront que ma cliente est innocente et que le vrai tueur est toujours libre. » Elle se rassit. La salle d'audience bourdonna. Pendant la pause déjeuner, Marcus Klein rattrapa Diane à l'extérieur du tribunal. Elle fumait une cigarette, quelque chose qu'elle avait arrêté il y a 5 ans, mais repris 2 jours après le début de cette affaire. « Madame Foster, puis-je vous demander quelque chose ?» Diane lui jeta un coup d'œil. « Vous êtes le gars du documentaire. Marcus Klein. Je sais qui vous êtes. Que voulez-vous » Marcus hésita. « J'ai trouvé quelque chose. À propos du petit ami de Rebecca. » L'expression de Diane ne changea pas, mais Marcus vit le sursaut d'intérêt. « Continuez. Son nom est… » Travis Holt, ex-militaire. Décharge déshonorante. 2 arrestations pour violence domestique. Charges abandonnées les 2 fois. Marcus sortit son téléphone, lui montrant une photo d'identité judiciaire. Il vit avec Rebecca depuis le mois dernier. Diane étudia la photo. L'accusation le… « C'est elle? Je ne pense pas. Il n'est pas listé comme témoin. Je ne pense pas qu'ils aient même regardé. » Diane prit une longue bouffée de sa cigarette. « Envoyez-moi tout ce que vous avez. » Pourquoi l'ignorerait-il? Diane lui lança un regard. « Parce qu'il ne correspond pas à leur… récit. Ils ont déjà décidé qui est le méchant. » Marcus la regarda rentrer. Il pensa à la suivre, mais son téléphone vibra. Numéro inconnu. Il répondit. « Allô ?» Respiration lourde. Puis une voix, déformée, mécanique. « Arrêtez de creuser. » « Qui est-ce? Vous ne savez pas à quoi vous avez… affaire. Laissez tomber. » La ligne devint silencieuse. Marcus resta là, le cœur battant. Il regarda autour. Des gens partout, mais personne ne le regardait. Il enregistra le numéro et continua à marcher. De retour dans la salle d'audience, l'accusation appela son premier témoin, Rebecca Brennan. Monta à la barre. Elle semblait plus petite d'une certaine manière. Fragile. Ses mains tremblaient alors qu'elle prêtait serment. Catherine s'approcha doucement. « Rebecca, je sais que c'est difficile. Prenez votre temps. » Rebecca hocha la tête, essuyant ses yeux. « Pouvez-vous dire au jury ce qui… s'est passé le jour de la mort de Lily ?» La voix de Rebecca était à peine un murmure. « J'ai quitté la maison pour aller au magasin. J'ai demandé à Jordan de surveiller Lily.
Juste pour un petit moment. Et quand vous êtes revenu, Jordan était dans la salle de bain, debout au-dessus de... Lily. Elle ne bougeait pas. L'eau coulait encore. Qu'avez-vous fait? J'ai crié, j'ai sorti Lily, j'ai essayé de la sauver. Rebecca s'effondra complètement. Mais je ne pouvais pas sauver mon bébé. Catherine laissa le moment respirer. Le jury regardait, certains, essuyant leurs propres yeux. Rebecca, vous êtes-vous déjà sentie mal à l'aise de laisser Lily avec Jordan? Oui, mais le tribunal a dit que je devais. Lily a-t-elle déjà exprimé de la peur envers Jordan? Rebecca hocha la tête. Elle a dit qu'il y avait un homme qui la regardait. Je savais ce qu'elle voulait dire. Diane se leva. Objection. Le témoin interprète les mots de l'enfant. Retenu. Catherine recula. Plus de questions. Diane s'approcha lentement. Madame Brennan, vous avez dit que vous êtes partie à 2 heures et revenue à 5 heures. C'est 3 heures. 2 heures, peut-être un peu plus. Les reçus disent 2 heures et 35 minutes. Où étiez-vous tout ce temps? À l'épicerie, en train de faire des courses. Quel magasin? Market Street, celui de la 5e avenue. Et il a fallu 2 heures et demie pour faire les... courses? La mâchoire de Rebecca se serra. J'avais beaucoup à acheter. Diane sortit un document. Votre reçu montre 12 articles. Lait, pain, œufs. Ça prend environ 20 minutes. Je ne sais pas. Peut-être que je suis allé ailleurs après. Où? Je ne me souviens pas. Diane laissa ça s'installer. Madame Brennan, n'est-il pas vrai que vous avez déposé une demande d'ordonnance restrictive contre Jordan il y a 6 mois? Oui. Et elle a été refusée? Oui. Pourquoi? Rebecca bougea. Le juge ne pensait pas que j'avais assez de preuves. Des preuves de... Quoi? Que Jordan était dangereuse. Diane pencha la tête. Mais si Jordan était si dangereuse, pourquoi avez-vous laissé Lily seule avec elle? Les yeux de Rebecca s'enflammèrent. Parce que je n'avais pas le choix. Vous avez toujours le choix, Madame Brennan. Catherine se leva. Ah. Objection. Argumentatif. Retiré. Diane se détourna. Une dernière chose. Connaissez-vous un homme nommé Travis Holt? Rebecca se figea. Catherine bondit sur ses pieds. Objection. Pertinence. Le juge regarda Diane. Où allez-vous avec ça, maître? Travis Holt est le petit ami de... Madame Brennan, votre honneur. Il avait accès à la maison. Le juge fronça les sourcils. Je vais l'autoriser. Répondez à la question, Madame Brennan. La voix de Rebecca était tendue. Oui, je le connais. Était-il chez vous le jour de la mort de Lily? Non. Vous êtes sûr? Oui. Diane hocha lentement la tête. Plus de questions. Mais alors que Rebecca descendait, Marcus remarqua quelque chose. Ses mains ne tremblaient plus. Marcus ne pouvait pas dormir cette nuit-là. Il continuait à rejouer le témoignage de Rebecca dans sa tête. La façon dont sa voix changeait quand Diane mentionnait Travis. La façon dont ses mains arrêtaient de trembler. Il était assis à sa table de cuisine, ordinateur portable ouvert, creusant plus profondément dans les antécédents de Travis Holt. Ce qu'il trouva lui serra la poitrine. Travis avait été marié 2 fois auparavant. Les 2. Mariage s'était mal terminé. Une ex-femme avait déposé un rapport de police. Agression alléguée, côte cassée, menace. Mais elle avait retiré les charges 2 semaines plus tard. Marcus trouva son nom. Jessica Crane. Elle vivait maintenant 3 états plus loin. Il hésita, puis envoya un courriel. J'enquête sur une affaire impliquant Travis Holt. Si vous êtes prête à parler, veuillez me contacter. Il appuya sur envoyer et fixa l'écran. Puis il trouva autre chose. Une police d'assurance vie, Lily Brennan. Bénéficiaire, Rebecca Brennan. Montant, $500 000. La police avait été ouverte 2 mois avant la mort de Lily. Marcus se renversa, son esprit s'emballant. Il prit son téléphone et appela Diane. Elle répondit à la 3e sonnerie. Il est minuit, Marcus. Rebecca a souscrit une police d'assurance vie sur Lily. $1 demi-million. Silence.
Vous êtes sûr? La voix de Diane était vive maintenant, réveillée. Je regarde les documents en ce moment. Déposés 8 semaines avant la mort de Lily. Envoyez-les-moi. Déjà fait. Diane exhala. Ça change les choses. Il y a plus. Rebecca se noie dans les dettes. Carte de crédit au maximum. Avis d'expulsion. Elle avait 2 mois de retard sur le loyer. Et maintenant, elle a un demi-million de dollars. Exactement. Diane fut silencieuse un moment. Je vais déposer une requête demain matin. Merci, Marcus. Une dernière chose. Travis Holt a des antécédents. 2 ex-femmes. Toutes 2 ont prétendu avoir subi des abus. J'essaie d'en retrouver une. Soyez prudent, dit Diane. S'il est impliqué, il est dangereux. Marcus raccrocha et fixa l'écran de son ordinateur portable. Un enfant était mort. Une femme était en procès. Et quelqu'un s'en tirait avec un meurtre. Le lendemain matin, Diane se présenta devant le juge avec une pile de documents. Votre honneur. La défense demande l'introduction de nouvelles preuves. Des registres financiers montrant que Madame Brennan avait un mobile significatif pour... Catherine bondit sur ses pieds. Objection, c'est une... accusation sans fondement contre la mère de la victime. C'est pertinent, votre honneur, insista Diane. Rebecca Brennan était en grave détresse financière. Elle a souscrit une police d'assurance-vie sur sa fille quelques semaines seulement avant la mort de l'enfant. Et maintenant, elle est la bénéficiaire de 500 000 $. Le juge fronça les sourcils, feuilletant les documents. Madame Mercer, l'accusation a-t-elle enquêté sur la situation financière de Madame Brennan? La mâchoire de Catherine se serra. Nous n'en avons vu aucune raison. C'est l'accusé qui est en procès. Peut-être. Auriez-vous dû? Le juge regarda Diane. J'autoriserai les preuves, mais marchez prudemment, maître. Diane hocha la tête. Merci, votre honneur. Catherine se rassit, son visage rouge. Cet après-midi-là, la défense appela un analyste financier à la barre. Son nom était Robert Chen, et il n'édulcorait rien. Les registres financiers de Madame Brennan montrent un schéma de dette croissante, témoigna-t-il. Solde de cartes de crédit totalisant plus de 47 000 $. Plusieurs frais de découvert. Un prêt auto en défaut. Et 6 semaines avant la mort de Lily, elle faisait face à une expulsion. Diane se tenait à la table de la défense. Selon votre opinion professionnelle, Monsieur Chen, Madame Brennan était-elle en crise financière? Absolument. Et la police d'assurance-vie? Est-il inhabituel qu'un parent souscrive une police aussi importante sur un enfant de 4 ans? C'est peu commun. La plupart des parents assurent les enfants pour les frais funéraires. Peut-être 10 000 à 20 000 $. Un demi-million est très inhabituel. Merci. Catherine se leva pour le contre-interrogatoire, son expression froide. Monsieur Chen, est-il illégal de souscrire une assurance-vie? Sur votre enfant? Non. Est-il illégal d'avoir des dettes? Non. Donc Madame Brennan n'a commis aucun crime en achetant une assurance ou en ayant des difficultés financières? Pas que je sache. Catherine sourit finement. Plus de questions. Mais le jury en avait assez entendu. Les murmures commencèrent immédiatement. Pendant la pause, Marcus reçut un courriel. C'était de Jessica Crane. Je vais vous parler. Mais pas au téléphone. Rencontrez-moi demain. J'enverrai l'adresse. Marcus le transféra à Diane, puis se dirigea vers la cafétéria du tribunal. Il avait besoin de café et d'un moment pour réfléchir. C'est alors qu'il le vit, Travis Holt, assis seul à une table dans le coin, faisant défiler son téléphone. Il avait l'air détendu, presque ennuyé. Le pouls de Marcus s'accéléra. Il sortit son téléphone, fit semblant de vérifier ses messages et activa l'enregistreur. Vocal. Puis il s'approcha. Travis Holt? Travis leva les yeux se plissant. Qui demande? Marcus Klein. Je fais un documentaire sur l'affaire Lily Brennan. L'expression de Travis ne changea pas. Je ne parle pas aux journalistes. Je ne suis pas journaliste. J'essaie juste de comprendre ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est qu'un psychopathe a tué une petite fille. Fin de l'histoire. C'est vraiment le cas? Travis se tourna complètement maintenant, ses yeux froids. Qu'est-ce que vous voulez?
La vérité. La vérité. Travis vida son verre. La vérité, c'est que Rebecca est enfin libre. Plus d'enfants qui la ralenti, plus de batailles de garde, plus de paiement de pension alimentaire à ce psychopathe. Marcus garda sa voix neutre. Et l'argent de l'assurance aide probablement. Travis sourit. Ouais, ça aide. 1/2 million. C'est beaucoup. Rebecca le mérite. Elle a beaucoup enduré. Comme quoi, Travis se pencha plus près, l'alcool déliant sa langue. Comme être marié à quelqu'un qui ne savait pas ce qu'il était. Comme devoir expliquer à tout le monde pourquoi son mari portait des robes. Comme faire. Semblant que tout était normal alors que ça ne l'était pas. Donc vous pensez que Jordan méritait ça? Je pense que Jordan s'est mis dans son propre pétrin. Travis fit signe pour un autre verre. Et maintenant il paie pour ça. Marcus pressa prudemment. Où étiez-vous le jour de la mort? De Lily? Ça ne vous regarde pas? Rebecca vous a envoyé un texto. Elle a dit qu'elle avait besoin de vous. La mâchoire de Travis se serra. Et alors? Alors pourquoi avait-elle besoin de vous si Jordan était déjà là? Peut-être qu'elle voulait de la compagnie. Peut-être qu'elle avait peur de laisser l'enfant seul avec un prédateur. Ou peut-être qu'elle avait besoin d'aide pour autre chose. Travis se leva brusquement, dominant Marcus. Vous tentez votre chance. Je pose juste des questions. Posez-les ailleurs. Travis attrapa sa veste. Et restez loin de... Rebecca, elle a assez souffert. Il sortit en trombe. Marcus resta assis là, le cœur battant, l'enregistrement toujours en cours. Il avait obtenu ce dont il avait besoin. Le lendemain matin, Marcus apporta l'enregistrement au bureau de Diane. Elle l'écouta 2 fois, son expression s'assombrissant. Il a pratiquement admis qu'il était au courant pour l'argent avant la mort de Lily, dit Marcus. Il n'a pas dit qu'il avait fait quoi que ce soit. Mais il est content. Un enfant est mort, et il célèbre. Diane hocha lentement la tête. Ce n'est pas un aveu, mais c'est proche. Pouvez-vous l'utiliser? Pas au tribunal, mais je peux l'utiliser pour faire pression. Elle regarda Marcus. Bon travail, mais vous devez être prudent. Travis sait que vous enquêtez. Je sais. Je suis sérieuse, Marcus. Des hommes comme lui ne réagissent pas bien quand on les acculait. Marcus pensa aux appels menaçants. Je ferai attention. Cet après-midi-là, l'accusation appela un autre témoin. Une voisine, Madame Patterson. Âgée, d'apparence douce, le genre de personne en qui les jurys ont confiance. Madame Patterson, demanda doucement Catherine. Connaissiez-vous Jordan Hayes? Mais pas bien, ils restaient pour eux-mêmes la plupart du temps. Avez-vous déjà vu Jordan chez Rebecca? Quelquefois, pendant les échanges de garde. Et comment Jordan semblait-il? Madame Patterson hésita. Tendu, en colère parfois, comme s'il ne voulait pas partir. Est-ce que... Cela vous préoccupait? Un peu. J'ai pensé à appeler quelqu'un, mais je ne voulais pas m'immiscer. Merci, Madame Patterson. Diane se leva pour le contre-interrogatoire. Madame Patterson, vous avez dit que Jordan semblait tendu. Avez-vous déjà vu Jordan agir violemment? Non. Avez-vous déjà entendu Jordan menacer quelqu'un? Non. Avez-vous déjà vu Jordan faire du mal à Lily? Non. Diane fit une pause. Avez-vous déjà vu Travis Holt chez Rebecca? Madame Patterson fronça les sourcils. Qui? Le petit ami de Rebecca. Grand homme, passé militaire. Oh, oui, je l'ai vu quelquefois. Comment semblait-il? Bruyant. Lui et Rebecca se disputaient beaucoup. De quoi se disputaient-ils? Je ne pouvais pas entendre exactement, mais j'entendais des cris, et une fois j'ai entendu du verre se briser. Catherine se leva. Objection, oui dire. Votre honneur. Le témoin décrit ce qu'elle a personnellement entendu. Le juge hocha la tête. J'autoriserai. Diane continua. Avez-vous déjà vu Travis interagir avec Lily? Madame Patterson réfléchit un moment. Une fois, elle jouait dans la cour. Il est sorti et lui a crié de se taire. Elle avait l'air terrifiée. Qu'a-t-elle fait? Elle a couru à l'intérieur. Avez-vous signalé cela à quelqu'un? Non, je pensais que c'était juste de la discipline. La voix de Diane s'adoucit.
Madame Patterson, dans toutes vos observations, qui semblait le plus effrayant pour Lily, Jordan ou Travis? Madame Patterson baissa les yeux. Travis. La salle d'audience s'agita. Catherine essaya de récupérer en réinterrogatoire, mais le mal était fait. Ce soir-là, Marcus reçut un courriel. C'était d'une adresse restreinte. Pas de nom. Juste un message. Vous voulez la vérité? Vérifiez l'unité de stockage de Rebecca. Unité 47. Oakdale Storage. Le code est 2947. Marcus fixa l'écran. Ça pourrait être un piège. Mais ça pourrait aussi être la percée dont ils avaient besoin. Il appela Diane. « J'ai reçu un tuyau anonyme. Quelqu'un veut que je vérifie l'unité de stockage de... » Rebecca. N'y allez pas seul. Je ne suis pas stupide. Je suis sérieuse, Marcus. Si c'est réel, ça pourrait être dangereux. Alors venez avec moi. Silence. Je vous retrouve là-bas dans 1 heure, dit finalement Diane. Oakdale Storage était à la périphérie de la ville, rangée, d'unités métalliques, la plupart verrouillées et oubliées. Marcus et Diane se tenaient devant l'unité 47. « Vous êtes sûr de ça ?» demanda Diane. « Non. Mais nous sommes ici. » Marcus tapa le code. Le cadenas cliqua. Ils levèrent la porte. À l'intérieur, c'était presque vide. Quelques boîtes, quelques vieux meubles. Mais dans le coin, couvert d'une bâche, il y avait autre chose. Marcus tira la bâche. Un siège d'auto pour enfants, taché, humide. Diane s'agenouilla à côté, enfilant des gants. Elle examina les sangles. « Il y a un résidu ici, » dit-elle doucement. « Chimique. Pourrait être... un sédatif. » L'estomac de Marcus se retourna. C'est là qu'ils l'ont planifié. Diane se leva, sortant son téléphone. « Nous devons appeler la police. Maintenant. » Mais avant qu'elle ne puisse composer, des pas résonnèrent à l'extérieur. Quelqu'un venait. La salle d'audience semblait plus froide. Ce matin-là, Catherine Mercer se tenait devant le jury, sa confiance revenant. Elle avait passé le week-end à se préparer pour ça. Sa contre-attaque. La défense veut que vous croyiez que Rebecca Brennan est la méchante de cette histoire, dit Catherine, marchant lentement. Il pointait des tests, l'assurance, les tentatives d'une mère en deuil de survivre. Mais parlons des faits. Elle fit un geste vers un écran où une photo de Jordan apparut. Jordan Hayes avait un historique d'instabilité. Nous avons des témoignages de collègues qui décrivent un comportement erratique. Nous avons des dossiers de séances de thérapie documentant des problèmes de colère. Diane se leva. Objection. Ces dossiers sont privilégiés. Ils ont été soumis par la compagnie d'assurance de l'accusé, votre honneur. Ce sont des documents publics. Le juge hocha la tête. Rejeté. Catherine continua. Jordan Hayes était obsédé par Rebecca, obsédé par le maintien du contrôle. Et quand ce contrôle a été menacé, quand Rebecca a essayé de continuer sa vie, Jordan a craqué. Elle laissa les mots flotter dans l'air. Puis, elle appela son premier témoin, Dr Raymond Foster, psychologue, expert en analyse comportementale. Il n'avait jamais rencontré Jordan, ne les avait jamais évalués, mais il avait des diplômes, et c'était suffisant. « Dr Foster, » commença Catherine, « selon votre opinion professionnelle, est-il courant que les individus qui se sentent rejetés agissent violemment? » Non, est très courant, surtout dans les cas impliquant des litiges de garde ou un abandon perçu. Et dans ce cas, Jordan Hayes a perdu les droits de garde par un divorce. Est-ce que cela constituerait un événement déclencheur? Absolument. Diane se leva. Objection. Le témoin spécule sur quelqu'un qu'il n'a jamais évalué. Votre honneur, Dr Foster fournit un témoignage d'expert basé sur des schémas psychologiques établis. Le juge soupira. J'autoriserai. Mais restez général, docteur. Dr Foster hocha la tête. Dans des cas comme celui-ci, la partie rejetée présente souvent des signes de comportement obsessionnel. Surveiller l'ancien partenaire, tenter de s'insérer dans la vie de l'enfant. Et quand ces tentatives échouent, la violence peut suivre. Catherine sourit.
Merci, docteur. Le jury prit des notes. Certains hochèrent la tête. Diane se leva pour le contre-interrogatoire. Elle ne s'approcha pas du témoin. Elle resta où elle était. Docteur Foster, avez-vous déjà rencontré ma cliente? Non. Avez-vous examiné l'un de leurs dossiers médicaux, notes de thérapie ou évaluation psychologique? Non, mais... Donc tout ce que vous venez de dire à ce jury est basé sur des suppositions? Docteur Foster bougea. C'est basé sur des années de recherche et d'expérience clinique. Recherche sur des gens que vous n'avez jamais rencontrés. Expérience clinique avec des patients qui ne sont pas en procès. Diane pencha la tête. N'est-il pas vrai, docteur, qu'on vous paie 5 000 $ pour votre témoignage aujourd'hui? Catherine bondit. Objection, pertinence? Va au biais, votre honneur. J'autoriserai. Répondez à la question, docteur. Docteur Foster s'éclaircit la gorge. Je suis rémunéré pour mon temps, oui. 5 000 $ pour dire à ce jury ce que l'accusation veut qu'ils entendent. Diane fit une pause. Plus de questions. Le mal était fait. Pendant la pause déjeuner, Marcus rencontra Jessica Crane dans un restaurant à 65 km de la ville. Elle avait la trentaine, cheveux blonds tirés en arrière, portant des lunettes de soleil même s'ils étaient à l'intérieur. Ses mains tremblaient alors qu'elle levait sa tasse de café. « Merci de me rencontrer », dit doucement Marcus. Jessica ne le regarda pas. « Je ne devrais pas être ici. Je comprends. Mais si Travis est impliqué dans ça... » « Il est impliqué. » Sa voix était plate, froide. « Travis est toujours impliqué. » Marcus sortit son carnet. « Pouvez-vous me dire ce qui s'est passé entre vous deux ?» Jessica fut silencieuse pendant un long moment. Puis elle enleva ses lunettes de soleil. Son œil gauche avait une légère cicatrice traversant le sourcil. « Il a fait ça, » dit-elle. « Il y a 3 ans. Nous nous disputions à propos d'argent. Il a dit que je dépensais trop. J'ai dit que nous avions besoin d'épicerie. Il a attrapé une bouteille et elle s'arrêta. J'ai dit à la police que j'étais tombé. Pourquoi? Parce qu'il m'a dit que si je ne le faisais pas, il empirait les choses. » La voix de Jessica se brisa. Je l'ai cru. Marcus se sentit malade. A-t-il déjà parlé d'enfants? Il détestait les enfants. Disait qu'ils étaient un gaspillage d'argent, un fardeau. Elle regarda Marcus directement pour la première fois. Quand je lui ai dit que j'étais enceinte, il m'a forcé à m'en débarrasser. Il a dit que si je ne le faisais pas, il me laisserait sans rien. L'avez-vous fait? Jessica hocha la tête, les larmes coulant sur son visage. Je le regrette chaque jour. Depuis. Marcus tendit la main à travers la table, mais ne la toucha pas. Jessica, la fille de Rebecca Brennan, est morte, et je pense que Travis avait quelque chose à voir avec ça. Alors prouvez-le. Sa voix se durcit. Parce que j'ai essayé de l'arrêter une fois, et je n'ai pas pu. Ne laissez pas une autre femme faire la même erreur. Marcus enregistra chaque mot. Ce soir-là, Diane soumit une nouvelle requête au tribunal. Elle voulait inclure Travis Holt comme suspect alternatif. Elle joignit l'enregistrement de Marcus, la déclaration écrite de Jessica, les registres financiers, montrant que Travis avait accès au compte de Rebecca. Le juge examina tout, puis appela les 2 avocats dans son bureau. « Madame Foster, c'est convaincant. Mais c'est aussi circonstanciel. Votre honneur, ça établit le mobile et l'opportunité pour quelqu'un d'autre que ma cliente. » Catherine secoua la tête. « C'est une expédition de pêche. Travis Holt n'est pas en procès. »« Peut-être qu'il devrait l'être, » dit doucement Diane. Le juge se renversa. « J'autoriserai un questionnement limité sur M. Holt. Mais à moins que vous n'ayez des preuves directes le reliant au crime, il reste un témoin, pas un suspect. Merci, votre honneur. » Catherine avait l'air furieuse. Le lendemain, Diane rappela Rebecca à la barre. Rebecca avait l'air moins fragile maintenant, plus sur ses gardes. « Madame Brennan, vous avez témoigné que Travis Holt n'était pas chez vous le jour de la mort de Lily. Est-ce toujours votre déclaration? Oui. Avez-vous examiné vos relevés téléphoniques de ce jour-là? » Rebecca hésita. « Non. » Diane leva un document. « Votre honneur, j'aimerais entrer la pièce 47.
Relevé téléphonique du téléphone portable de Rebecca Brennan. Le juge hocha la tête. Diane se retourna vers Rebecca. À 15h15 le jour de la mort de Lily, vous avez envoyé un message texte à Travis Holt. Il dit « J'ai besoin de toi ici, maintenant ». Vous souvenez-vous d'avoir envoyé ça? Le visage de Rebecca devint pâle. Je ne sais pas, peut-être. Peut-être? Diane s'approcha. Madame Brennan, votre fille a été trouvée morte 43 minutes après que vous ayez envoyé ce message. Et vous ne vous souvenez pas? J'étais bouleversé. Je ne me souviens pas de tout ce que j'ai fait ce jour-là. Étiez-vous bouleversé parce que Lily était en danger, ou parce que votre plan s'effondrait? Catherine se leva. Objection. Retiré. Diane retourna à sa table. Madame Brennan, depuis combien de temps Travis Holt vit-il avec vous? Environ 1 mois. Et pendant ce temps, a-t-il déjà surveillé Lily seule? Parfois, si j'avais des courses. Lily l'aimait-elle? Rebecca bougea. Elle s'ajustait. S'ajustait à quoi? À avoir un homme dans la maison. Diane prit un autre document. Le professeur de votre fille a soumis un rapport au service de protection de l'enfance 3 semaines avant la mort de Lily. Il indique que Lily est venue à l'école avec une ecchymose sur le bras. Quand on lui a demandé comment c'était arrivé, Lily a dit « L'homme à la maison l'a fait. Les SPE vous ont-ils déjà contacté ?» Les yeux de Rebecca s'élargirent. « Non, je n'ai jamais reçu d'appel. Le rapport a été déposé, Madame Brennan. C'est un document public. Diane le remit au juge. Votre honneur, j'aimerais que ceci soit entré comme pièce 48. Le juge l'examina, fronçant les sourcils. Pourquoi cela n'a-t-il pas été inclus dans l'enquête originale? Catherine se leva, son visage rouge. Votre honneur, je n'ai jamais été informé. Ce n'est pas une réponse, Madame Mercer. Catherine se rassit, silencieuse. Le jury fixa Rebecca. Diane continua. Madame Brennan, si votre fille a dit à son professeur qu'un homme à la maison lui avait fait mal, pourquoi ne l'avez-vous pas signalé? Je ne savais pas. La voix de Rebecca se brisa. Je ne savais pas qu'elle avait dit ça. Ou vous le saviez, et vous l'avez ignoré. Non, parce que ce n'était pas Jordan qui effrayait Lily. C'était Travis. Les mains de Rebecca agrippèrent les accoudoirs. Ce n'est pas vrai. Lily a dit « Il y a un homme » dans la salle de bain qui me regarde. Elle n'a pas dit une femme. Elle a dit un homme. La voix de Diane était stable, froide. Elle ne parlait pas de Jordan, n'est-ce pas? Le visage de Rebecca s'effondra. Je ne sais pas. Je ne sais pas de qui elle parlait. Oui, vous le savez. La salle d'audience était silencieuse. Diane recula. Plus de questions. Rebecca quitta la barre en tremblant. À l'extérieur du tribunal, le téléphone de Marcus sonna. Numéro inconnu. Il faillit ne pas répondre. Mais quelque chose lui dit de le faire. Allô? La même voix déformée. Je vous ai prévenu. Qui êtes-vous? Vous faites une erreur. Arrêtez maintenant ou vous le regretterez. C'est Travis? La ligne devint silencieuse. Marcus resta là, le cœur battant. Il regarda autour. Des gens partout, mais personne ne le regardait. Il enregistra le numéro. Encore. Puis il appela Diane. Je viens de recevoir une autre menace. De qui? Je ne sais pas. Mais c'est la deuxième. Marcus exhala. Diane, quelqu'un ne veut pas que nous creusions. Alors nous approchons. Marcus trouva Travis dans un bar du côté est de la ville. C'était le genre d'endroit où personne ne posait de questions. Bois sombre, lumière tamisée, argent comptant seulement. Travis était assis au bout du bar, sirotant un whisky. Marcus avait son téléphone dans la poche de sa veste, enregistrement audio déjà en cours. Il s'assit 2 tabourets plus loin et commanda une bière. Travis ne leva pas les yeux. Pendant 10 minutes, Marcus attendit. Puis Travis commanda un autre verre, et Marcus vit son opportunité. « Journée difficile ?» demanda Marcus avec désinvolture. Travis lui jeta un coup d'œil. La reconnaissance vacilla. « Vous? Ouais, moi. Je vous ai dit de
Laissez tomber. Je ne prends pas bien les ordres. Marcus sirota sa bière. De plus, j'essaie juste de comprendre ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est qu'un monstre a tué une petite fille. Fin de l'histoire. C'est vraiment le cas. Travis se tourna complètement maintenant. Ses yeux froids. Qu'est-ce que vous voulez? La vérité. La vérité? Travis vida son verre. La vérité, c'est que Rebecca est enfin libre. Plus d'enfants qui la ralenti, plus de batailles de garde, plus de paiement de pension alimentaire à ce psychopathe. Marcus garda sa voix neutre. Et l'argent de l'assurance aide probablement. Travis sourit. Ouais, ça aide. 1/2 million, c'est beaucoup. Rebecca le mérite. Elle a beaucoup enduré. Comme quoi? Travis se pencha plus près, l'alcool déliant sa langue. Comme être marié à quelqu'un qui ne savait pas ce qu'il était. Comme devoir expliquer à tout le monde pourquoi son mari portait des robes. Comme faire semblant que tout était normal alors que ça ne l'était pas. Donc vous pensez que Jordan méritait ça? Je pense que Jordan s'est mis dans son propre pétrin. Travis fit signe pour un autre verre. Et maintenant il paie pour ça. Marcus pressa prudemment. Où étiez-vous le jour de la mort de Lily? Ça ne vous regarde pas. Rebecca vous a envoyé un texto. Elle a dit qu'elle avait besoin de vous. La mâchoire de Travis se serra. Et alors? Alors pourquoi avait-elle besoin de... Vous, si Jordan était déjà là? Peut-être qu'elle voulait de la compagnie. Peut-être qu'elle avait peur de laisser l'enfant seul avec un prédateur. Ou peut-être qu'elle avait besoin d'aide pour autre chose. Travis se leva brusquement, dominant Marcus. Vous tentez votre chance. Je pose juste des questions. Posez-les ailleurs. Travis attrapa sa veste. Et restez loin de Rebecca. Elle a assez souffert. Il sortit en trombe. Marcus resta assis là, le cœur battant, l'enregistrement toujours en cours. Il avait obtenu ce dont il avait besoin. Le lendemain matin, Marcus apporta l'enregistrement au bureau de Diane. Elle l'écouta 2 fois, son expression s'assombrissant. Il a pratiquement admis qu'il était au courant pour l'argent avant la mort de Lily, dit Marcus. Il n'a pas dit qu'il avait fait quoi que ce soit. Mais il est content. Un enfant est mort. Et il célèbre. Diane hocha lentement la tête. Ce n'est pas un aveu, mais c'est proche. Pouvez-vous l'utiliser? Pas au tribunal, mais je peux l'utiliser pour faire pression. Elle regarda Marcus. Bon travail. Mais vous devez être prudent. Travis sait que vous enquêtez. Je sais. Je suis sérieuse, Marcus. Des hommes comme lui ne réagissent pas bien quand on les accule. Marcus pensa aux appels menaçants. Je ferai attention. Cet après-midi-là, l'accusation appela un autre témoin. Une voisine. Madame Patterson. Âgée, d'apparence douce. Le genre de personne en qui les jurys ont confiance. Madame Patterson, demanda doucement Catherine. Connaissiez-vous Jordan Hayes? Pas bien, ils restent pour eux-mêmes la plupart du temps. Avez-vous déjà vu Jordan chez Rebecca? Quelquefois, pendant les échanges de garde. Et comment Jordan semblait-il? Madame Patterson hésita. Tendu, en colère parfois, comme s'il ne voulait pas partir. Est-ce que cela vous préoccupait? Un peu. J'ai pensé à appeler quelqu'un, mais je ne voulais pas m'immiscer. Merci, Madame Patterson. Diane se leva pour le contre-interrogatoire. Madame Patterson, vous avez... dit que Jordan semblait tendu. Avez-vous déjà vu Jordan agir violemment? Non. Avez-vous déjà entendu Jordan menacer quelqu'un? Non. Avez-vous déjà vu Jordan faire du mal à Lily? Non. Diane fit une pause. Avez-vous déjà vu Travis Holt chez Rebecca? Madame Patterson fronça les sourcils. Qui? Le petit ami de Rebecca, grand homme, passé militaire. Oh, oui, je l'ai vu quelquefois. Comment semblait-il? Bruyant. Lui et Rebecca se disputaient beaucoup. De quoi se disputaient-ils? Je ne pouvais pas entendre exactement, mais j'entendais des... cris. Et une fois, j'ai entendu du verre se briser. Catherine se leva. Objection. Oui dire. Votre honneur, le témoin décrit ce qu'elle a personnellement entendu. Le juge hocha la tête. J'autoriserai. Diane continua.
Avez-vous déjà vu Travis interagir avec Lily? Madame Patterson réfléchit un moment. Une fois. Elle jouait dans la cour, il est sorti et lui a crié de se taire. Elle avait l'air terrifiée. Qu'a-t-elle fait? Elle a couru à l'intérieur. Avez-vous signalé cela à quelqu'un? Non. Je pensais que c'était juste de la discipline. Voix de Diane s'adoucit. Madame Patterson, dans toutes vos observations, qui semblait le plus effrayant pour Lily? Jordan ou Travis? Madame Patterson baissa les yeux. Travis. La salle d'audience s'agita. Catherine essaya de récupérer en réinterrogatoire, mais le mal était fait. Ce soir-là, Marcus reçut un courriel. C'était d'une adresse restreinte. Pas de nom, juste un message. Vous voulez la vérité? Vérifiez l'unité de stockage de Rebecca. Unité 47, Oakdale Storage. Le code est 2947. Marcus fixa l'écran. Ça pourrait être un piège, mais ça pourrait aussi être la percée dont il avait besoin. Il appela Diane. J'ai reçu un tuyau anonyme. Quelqu'un veut que je vérifie l'unité de stockage de Rebecca. N'y allez pas seul. Je ne suis pas stupide. Je suis sérieuse, Marcus. Si c'est réel, ça pourrait être dangereux. Alors venez avec moi. Silence. Je vous retrouve là-bas dans 1 heure, dit finalement Diane. Oakdale Storage était à la périphérie de la ville. Rangée d'unités métalliques, la plupart verrouillées et oubliées. Marcus et Diane se tenaient devant l'unité 47. « Vous êtes sûr de ça ?» demanda Diane. « Non, mais nous sommes ici. » Marcus tapa le code. Le cadenas cliqua. Ils levèrent la porte. À l'intérieur, c'était presque vide. Quelques boîtes, quelques vieux meubles. Mais dans le coin, couvert d'une bâche, il y avait autre chose. Marcus tira la bâche. Un siège d'auto pour enfants. Taché. Humide. Diane s'agenouilla à côté, enfilant des gants. Elle examina les sangles. « Il y a un résidu ici, » dit-elle doucement. « Chimique. Pourrait être un sédatif. » L'estomac de Marcus se retourna. C'est là qu'ils l'ont planifié. Diane se leva, sortant son téléphone. « Nous devons appeler la police, maintenant. » Mais avant qu'elle ne puisse composer, des pas résonnèrent à l'extérieur. Quelqu'un venait. Diane et Marcus se figèrent. Les pas se rapprochèrent, lents, délibérés. Marcus attrapa le bras de Diane, l'attirant derrière une pile de boîtes. Ils s'accroupirent, respirant à peine. Les pas s'arrêtèrent juste devant l'unité. Une ombre s'étira sur le sol de béton. Puis une voix. « Je sais que vous êtes là-dedans. » Le cœur de Marcus s'arrêta. C'était Travis. « Sortez, nous devons parler. » La main de Diane alla vers son téléphone, mais Travis parla à nouveau. « Vous appelez les flics, ça devient compliqué. Sortez juste. Soyons adultes. » Marcus regarda Diane. Elle secoua la tête. « Ne le faites pas. » Mais Travis ne partait pas. « Je ne suis pas là pour faire de mal à qui que ce soit, » dit Travis. « Je veux juste savoir ce que vous avez trouvé. » Marcus prit une décision. Il se leva lentement, main visible. « Juste. »« Moi, » dit-il. « Elle n'est pas ici. » Travis entra dans l'embrasure, à contre-jour par les lumières du parking. Son visage était illisible. « Vous avez été occupé ?» dit Travis, regardant autour de l'unité de stockage. « Posez des questions. Fouillez dans la vie des gens. J'essaie juste de trouver la vérité. » La vérité. Travis rit. « Vous pensez savoir ce qu'est la vérité? Je sais qu'un enfant est mort, et je sais que vous aviez un mobile. » Travis s'approcha. « Un mobile. Gamin, je connaissais à peine Lily. Vous viviez avec elle. Vous aviez accès, et maintenant vous êtes un demi-million de dollars plus riche. » L'expression de Travis se durcit. « Cet argent appartient à Rebecca, pas à moi. Mais vous en profitez. » Et alors, Travis haussa les épaules. « Beaucoup de gens profitent quand quelqu'un meurt. Ça ne fait pas d'eux des tueurs. » Marcus désigna le siège d'auto. « Alors expliquez ça. » Travis y jeta un coup d'œil puis revint à Marcus. « De vieilles affaires. Rebecca l'a stocké après le divorce. Il a un résidu chimique dessus. Prouvez-le. » Ils se fixèrent,
Finalement, Travis sourit. « Vous êtes dépassé, vous le savez, n'est-ce pas? » « Et peut-être, mais je n'arrête pas. » Travis fit un autre pas en avant. « Vous devriez. » Derrière les boîtes, Diane avait son téléphone sorti, enregistrant tout. « Pourquoi êtes-vous vraiment là, Travis ?» demanda Marcus, gardant sa voix stable. « Pour vous donner un conseil, laissez tomber. Finissez votre petit documentaire, blâmez Jordan comme tout le monde, et continuez votre vie. Et si je ne le fais pas... » Le sourire de Travis s'effaça. « Alors vous le regretterez. » Il se retourna et s'en alla, ses pas résonnant dans la nuit. Marcus ne bougea pas jusqu'à ce que le son disparaisse complètement. Diane se leva, exhalant fort. « Vous avez eu ça ?» Elle leva son téléphone. Chaque mot. Le lendemain matin, Diane déposa une requête d'urgence. Elle voulait que l'unité de stockage soit saisie comme preuve. Elle soumit l'enregistrement de Diane de Travis. Elle exigea une enquête complète sur son implication. Le juge examina tout en chambre. « C'est sérieux, Madame Foster. Si ce que vous alléguez est vrai, c'est le cas, votre honneur. Travis Holt avait le mobile, les moyens et l'opportunité, et il vient de menacer un témoin. » Catherine se leva. « Votre honneur, c'est de la spéculation. Une unité de stockage avec de vieux articles pour bébé ne prouve rien. Ça prouve que Rebecca a menti, contrecarra Diane. Elle a dit qu'elle s'était débarrassée de tout après le divorce, mais elle a gardé ça. Pourquoi? Le juge regarda Catherine. « Madame, Mercer, votre bureau a-t-il enquêté sur M. Holt du tout? » Catherine hésita. « Nous n'avons trouvé aucune raison de le faire. Peut-être auriez-vous dû. » Le juge signa une ordonnance. L'unité de stockage sera sécurisée et examinée par les experts légaux. Et je veux que Travis Holt soit amené pour interrogatoire. Le visage de Catherine devint pâle. Cet après-midi-là, la défense appela son témoin vedette, Dr Alan Torres, psychologue pour enfants, expert en entretiens légaux. Il avait passé des heures à examiner l'enregistrement de l'entretien de Lily avec la police. « Dr Torres, » commença Diane, « qu'avez-vous observé lorsque vous avez examiné la déclaration de Lily Brennan? Plusieurs incohérences préoccupantes. Pouvez-vous élaborer? » Dr Torres ajusta ses lunettes. Lily a décrit un homme dans la salle de bain en utilisant un langage bien au-delà de son stade de développement. Elle a utilisé des termes comme « regarder » et « fixer », qui sont des concepts abstraits. Les enfants de 4 ans décrivent généralement ce qu'ils voient en termes plus simples. « Il était là » ou « il m'a regardé ». Qu'est-ce que cela suggère? Que quelqu'un l'a coaché. Lui a appris quoi dire. Catherine se leva. Objection, spéculation. Votre honneur, Dr Torres fournit une analyse d'expert basée sur des recherches établies. Le juge hocha la tête. Rejeté. Continuez. Dr Torres poursuivit. Il y a aussi de la répétition. Lily utilise exactement la même phrase 3 fois. Il y a un homme dans la salle de bain qui me regarde, mot pour mot. Les enfants ne parlent pas naturellement de cette façon. Ils paraphrasent. Ils ajoutent des détails. Cela suggère une répétition. Selon votre opinion professionnelle, Lily disait-elle la vérité? Je crois que Lily répétait ce qu'on lui avait dit de dire. Elle croyait que c'était vrai. Mais ce n'était pas sa propre observation. Le jury se pencha en avant. Une dernière chose, dit Dr Torres. Lily n'identifie jamais qui est l'homme. On lui montre des photos de Jordan pendant l'entretien. L'enquêteur demande « Est-ce cette personne ?» Et Lily dit « Je ne sais pas ». C'est significatif. Si elle avait vraiment été effrayée par Jordan, elle les aurait identifiés immédiatement. Diane laissa ça s'imprégner. « Merci, docteur. » Catherine s'approcha pour le contre-interrogatoire, mais elle avait l'air ébranlée. « Docteur Torres, n'est-il pas possible que Lily était simplement effrayée et confuse? » C'est possible, mais le schéma de langage suggère du coaching, pas de la confusion. Les enfants oublient des choses. Ils mélangent les détails. Ils le font, mais ils n'utilisent pas des formulations identiques de manière répétée. Cela nécessite une influence externe. Catherine n'avait pas de réponse. Pendant la pause, Marcus rencontra Diane à l'extérieur.
C'était bien, dit-il. Ce n'est pas suffisant. Nous avons besoin de plus. Qu'en est-il de l'unité de stockage? Oui, les experts légaux la traitent maintenant, mais ça prendra des jours. Le téléphone de Marcus vibra. Un autre courriel. Même adresse restreinte. Rebecca a emmené Lily chez 5 thérapeutes en 3 mois. Demandez pourquoi. Il le montra à Diane. Elle le lut, fronçant les sourcils. 5. Thérapeute, c'est ce qu'il dit. Trouvez-les, dit Diane. Découvrez pourquoi elle n'arrêtait pas de changer. Marcus hocha la tête et se mit au travail. En fin de soirée, il avait retrouvé 4 des 5 thérapeutes. 3 refusèrent de commenter. Mais la 4e, Dr. Emily Warren, accepta de le rencontrer hors dossier. Ils se rencontrèrent dans un café loin du tribunal. Dr. Warren était dans la 50aine, yeux fatigués, mots prudents. « Je ne peux pas vous donner de détails, » dit-elle. « Mais je peux vous dire pourquoi j'ai arrêté de voir Lily. » Pourquoi? Parce que... Rebecca essayait de me faire dire quelque chose de spécifique. Elle n'arrêtait pas d'amener Lily, posant des questions suggestives devant elle. Dis à Dr. Warren à propos de la personne effrayante. Dis-lui ce qu'ils ont fait. Mais Lily ne disait jamais rien par elle-même. Que voulait Rebecca que... Vous disiez? Que Jordan la maltraitait, que Lily était traumatisée. Dr. Warren baissa les yeux. J'ai dit à Rebecca que je ne participerais pas à ça. Elle est partie en colère. Elle n'est jamais revenue. L'avez-vous signalé? J'aurais dû. Mais je n'avais pas de preuves concrètes de... maltraitance. Juste un soupçon de manipulation. Sa voix se brisa. J'y pense chaque jour maintenant. Marcus enregistra chaque mot. Cette nuit-là, il ne pouvait pas dormir à nouveau. Il était assis dans son appartement, fixant des heures de séquence, essayant de tout assembler. Rebecca manipulait les thérapeutes. Travis avait un mobile et un accès. L'unité de stockage contenait des preuves. Et quelque part dans tout cela, une petite fille avait été utilisée comme une arme. Son téléphone sonna, numéro inconnu. Il faillit ne pas répondre, mais il le fit. Respiration lourde. Puis la... voix déformée. Dernier avertissement. Arrêtez de creuser ou vous êtes le prochain. La ligne devint silencieuse. Marcus resta assis là, main tremblante. Il pensa à arrêter, à s'éloigner. Mais ensuite il pensa à Lily, à Jordan assise dans cette cellule pour quelque chose qu'elle n'avait pas fait. Il prit sa caméra et continua à travailler. Le rapport légal arriva un jeudi matin. Diane le lut 2 fois, ses mains tremblant. Le siège d'auto de l'unité de stockage était positif pour la diphénhydramine, un sédatif commun trouvé dans les médicaments pour le sommeil des enfants. Concentration élevée, bien au-delà de l'usage normal. Les taches sur le tissu correspondaient à l'ADN de Lily. Diane déposa immédiatement une requête pour présenter les preuves. Le juge l'accorda. Cet après-midi-là, elle appela son témoin expert, Dr. Sarah Mitchell, toxicologue légale. Dr. Mitchell monta à la barre ses diplômes impeccables. Dr. Mitchell, commença Diane, pouvez-vous expliquer ce qu'est la diphénhydramine? C'est un antihistaminique, communément vendu comme aide au sommeil pour enfants. En petite dose, c'est sûr. En dose plus importante, ça peut causer une somnolence sévère, une désorientation, et dans des cas extrêmes, une dépression respiratoire. Qu'avez-vous trouvé sur le siège d'auto de l'unité de stockage de Rebecca Brennan? Un résidu indiquant une exposition répétée à la diphénhydramine. La concentration suggère que le médicament était administré régulièrement et en quantité significative. Le jury bougea, mal à l'aise. Qu'est-ce que cela vous dit? Que quelqu'un sédatait un enfant, de manière répétée. Diane fit une pause, laissant ça s'installer. Dr. Mitchell, l'autopsie de Lily Brennan a montré des traces de diphénhydramine dans son système au moment de sa mort. Est-ce cohérent avec ce que vous avez trouvé? Oui. Selon votre opinion professionnelle, Lily a-t-elle été sédatée avant de se noyer? Presque certainement. Catherine bondit. Objection. Spéculation. Votre honneur, Dr. Mitchell. Base sa conclusion sur des preuves légales et des rapports toxicologiques. Le juge hocha la tête.
Rejeté. Diane continua. Si quelqu'un voulait sédater un enfant pour le rendre conforme ou inconscient, la diphénhydramine serait-elle efficace? Oui, elle est facilement disponible et difficile à détecter sans test spécifique. Merci, docteur. Le contre-interrogatoire de Catherine fut bref et inefficace. Les preuves parlaient d'elles-mêmes. Après le tribunal, Marcus rattrapa Diane dans le couloir. C'était dévastateur, dit-il. Ça devrait l'être. Mais nous devons encore connecter directement à Rebecca ou Travis. Qu'en est-il des registres de la pharmacie? Diane hocha la tête. Déjà assignés à comparaître, nous les aurons d'ici demain. Le téléphone de Marcus vibra. Un autre courriel de la source anonyme. Vérifiez le compte bancaire de Travis. 3. Jour après la mort de Lily. Il le montra à Diane. Elle passa un appel. Les registres de la pharmacie arrivèrent le lendemain matin. Rebecca Brennan avait acheté des médicaments pour le sommeil des enfants 4 fois en 6 semaines. Chaque bouteille contenait assez pour 30 doses. Pour un enfant de 4 ans, c'était excessif. Mais il y avait plus. Les registres bancaires de Travis Holt montraient un dépôt en espèces de 15 000 $ 3 jours après la mort de Lily. Aucune explication. Aucune trace écrite. Diane présenta les 2 découvertes au juge lors d'une audience d'urgence. Votre honneur, cela établit un schéma clair. Rebecca sédatait régulièrement sa fille, et Travis a reçu un paiement en espèces significatif immédiatement après la mort de Lily. Catherine avait l'air défaite. Votre honneur, nous demandons un ajournement pour enquêter sur ces découvertes. Refusé, dit le juge sèchement. Vous avez eu des mois pour enquêter. La défense a fait votre travail pour vous. Catherine se rassit, son visage pâle. Le juge se tourna vers Diane. Madame Foster, j'accorde votre requête de rejeter toutes les charges contre Jordan Hayes en attendant une enquête complète sur Rebecca Brennan et Travis Holt. La salle d'audience explosa. Diane ferma les yeux, exhalant pour ce qui semblait être la première fois en semaine. Jordan resta figé, les larmes coulant sur son visage. Mais Catherine n'en avait pas fini. Ce soir-là, elle apparut au bureau de Diane, sans prévenir. « J'offre un accord à Jordan », dit-elle doucement. Diane leva les yeux de son bureau. « Quel genre d'accord ?»« Plaider coupable à homicide involontaire. 5 ans. Elle sortira en 3 avec bonne conduite. » Absolument pas. « Diane, écoutez. » »« Non, vous écoutez. Ma cliente est innocente. Vous le savez. Les preuves le prouvent. » Catherine s'appuya contre le chambranle. Le jury a regardé cette affaire pendant des semaines. Ils ont entendu toutes les théories. Ils sont épuisés. Ils pourraient condamner juste pour en finir. Ou ils pourraient voir la vérité. Voix de Catherine baissa. Si ça va au verdict et Jordan perd, c'est la prison à vie. Prenez l'accord. Laissez-la rentrer chez elle. Diane se leva. Sortez de mon bureau. Catherine partit sans un autre mot. Cette nuit-là, Diane rendit visite à Jordan en détention. Elle expliqua l'offre. Jordan fixa la table entre elles. 5 ans pour quelque chose que je n'ai pas fait. Je sais. Si j'accepte, tout le monde pensera que je suis coupable. Oui. Jordan leva les yeux creux. Que pensez-vous que je devrais faire? Diane choisit soigneusement ses mots. Je pense que... Vous méritez la justice, mais je pense aussi que vous méritez d'être libre, et je ne peux pas vous promettre que vous aurez les 2. Jordan resta silencieuse pendant longtemps. Finalement, elle parla. Si j'accepte l'accord, est-ce que Rebecca devient libre? Pour l'instant, oui. Et Lily? Son tueur s'en tire. Les poings de Jordan se serrèrent. Alors non, pas d'accord. Je ne laisserai pas ça arriver. Diane sentit quelque chose se briser dans sa poitrine. Jordan, j'aimais cette petite fille, et si j'abandonne maintenant, sa mort ne signifie rien. La voix de Jordan était stable. Alors non, nous nous battons. Diane hocha lentement la tête. Alors nous nous battons. Le lendemain, Rebecca fut rappelée à la barre. Diane ne perdit pas de temps. Madame Brennan, vous avez acheté des médicaments pour le sommeil des enfants 4 fois en 6 semaines. Pourquoi? Rebecca bougea. Lily avait du mal à dormir.
4 bouteilles, ça fait 120 doses. Je voulais en avoir en extra. Ou vous l'utilisiez régulièrement, plusieurs fois par semaine. Non. Diane leva les registres de la pharmacie. L'autopsie a montré de la diphénhydramine dans le système de Lily quand elle est morte. Vous lui en avez donné ce jour-là, n'est-ce pas? Elle était agitée. Je voulais juste qu'elle se calme. Vous vouliez qu'elle soit inconsciente. Non, parce que vous et Travis aviez un plan. Sédater Lily, mettre en scène un accident, collecter. L'argent de l'assurance. Catherine se leva. Objection. Votre honneur, j'ai des preuves. Approchez, dit le juge. Au banc, Diane présenta les registres bancaires de Travis. L'expression du juge s'assombrit. D'où venait cet argent? Nous ne le savons pas encore, mais le timing est suspect. Le juge se tourna vers Catherine. Madame Mercer, enquêtez-vous là-dessus. Nous le faisons maintenant, votre honneur. Assurez-vous de le faire. Le juge regarda Diane. Continuez. Diane retourna vers Rebecca. Madame Brennan, avez-vous envoyé 15 000 $ à Travis Holt 3 jours? Après la mort de Lily? Les yeux de Rebecca s'élargirent. Non, je n'avais pas ce genre d'argent. Alors d'où l'a-t-il obtenu? Je ne sais pas. Vous a-t-il menacé? Forcé à participer? La lèvre de Rebecca trembla. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Oui, vous le savez. Rebecca craqua. Il a dit que ce serait facile, que personne ne saurait, que nous serions enfin libres. La salle d'audience devint silencieuse. Catherine ferma les yeux. Diane recula. Plus de questions. L'enquête de Marcus sur Travis prit un tournant plus sombre. Il découvrit que Travis avait travaillé brièvement comme agent de sécurité dans un hôpital psychiatrique 2 ans plus tôt. Il fut renvoyé après 3 mois. La raison, médicaments manquants de la salle d'approvisionnement. Marcus obtint le rapport de licenciement par un contact à l'hôpital. Il listait plusieurs substances contrôlées qui avaient disparu pendant l'emploi de Travis, incluant des sédatifs et des aides au sommeil. Il apporta les documents à Diane immédiatement. Cela prouve que Travis avait accès à des médicaments, dit Marcus. Et il savait comment les utiliser. Diane étudia le rapport. Nous devons présenter ça au juge. Elle déposa une requête d'urgence cet après-midi-là. Le juge ordonna que les dossiers médicaux et d'emploi complet de Travis soient décelés. Ce qu'ils révélèrent était accablant. Travis avait été traité pour troubles explosifs intermittents et problèmes de gestion de la colère à un hôpital VA. Les notes de son thérapeute le décrivaient comme volatile, manipulateur et montrant des signes de comportement antisocial. Il y avait des incidents documentés, une bagarre de bar qui avait envoyé 2 hommes à l'hôpital, une ordonnance restrictive, déposée par sa première femme, des plaintes de collègues à propos de comportements menaçants. Diane présenta tout au jury. « C'est qui avait accès à Lily Brennan ?» dit-elle. « Pas ma cliente, pas Jordan Hayes, mais un homme avec un historique documenté de violence, manipulation et accès à des substances contrôlées. » Catherine essaya d'objecter, mais les preuves étaient écrasantes. Cet après-midi-là, une enseignante de la maternelle de Lily fut appelée à témoigner. Madame Linda Chen avait enseigné à Lily pendant 6 mois avant sa mort. Madame Chen demanda doucement Diane. « Lily, vous... a-t-elle déjà exprimé de la peur? » « Oui, environ 3 semaines avant sa mort. » « Qu'a-t-elle dit? » Les yeux de Madame Chen se remplirent de larmes. Elle a dit que l'homme à la maison était effrayant, qu'il criait beaucoup, qu'elle voulait se cacher quand il était là. A-t-elle mentionné un... Non. Non. Elle l'appelait juste l'homme. A-t-elle déjà mentionné Jordan Hayes? Non, elle parlait de Jordan parfois, toujours positivement. Elle appelait Jordan Jay et disait qu'ils lisaient des livres ensemble. Diane fit une pause. Donc Lily avait peur d'un homme dans sa maison, mais cet homme n'était pas Jordan? C'est exact. Merci, Madame Chen. Pendant le contre-interrogatoire, Catherine essaya de discréditer le témoignage. Madame Chen, les enfants confondent les choses. Peut-être que Lily parlait de quelqu'un qu'elle avait vu à la télé.
Madame Chen secoua fermement la tête. Elle était spécifique. Elle a dit « à la maison » et elle était vraiment effrayée. Je connais la différence. Catherine n'avait rien d'autre. Après le tribunal, Marcus reçut un appel d'un numéro inconnu. Il répondit avec précaution. « Allô ?» Une voix de femme, tremblante. « Je m'appelle Angela Reed. J'étais la deuxième femme de Travis Holt. » Le pouls de Marcus s'accéléra. « J'essayais de vous joindre. Je sais, j'ai vu votre documentaire. Je dois vous dire quelque chose. J'écoute. Travis m'a dit une fois, quand il était ivre, que les enfants étaient jetables, que les gens en avaient trop de toute façon, que le monde serait meilleur sans la plupart d'entre eux. » Sa voix se brisa. « Je l'ai quitté le lendemain, mais je ne l'ai jamais signalé. J'avais trop peur. Témoigneriez-vous » Silence. « S'il vous plaît, » dit Marcus. « Une femme est en procès pour quelque chose qu'elle n'a pas fait. Je vais y réfléchir. » Elle raccrocha. Marcus appela immédiatement Diane et lui dit tout. « Si elle témoigne, c'est fini, » dit Diane. « Le schéma de Travis devient indéniable. Elle a peur. Alors nous devons la protéger. Je vais obtenir une assignation. Elle n'aura pas le choix. » Cette nuit-là, Rebecca était assise seule dans sa maison, fixant son téléphone. Travis n'avait pas appelé depuis 2 jours. Elle essaya son numéro. Ça allait directement sur la messagerie vocale. Elle envoya un texto. « Où es-tu » Pas de réponse. La panique commença à s'installer. Tout s'effondrait. Les preuves s'accumulaient. Le jury se retournait contre elle. Elle ouvrit son ordinateur portable et chercha le nom de Travis dans les nouvelles. Ce qu'elle trouva lui glaça le sang. Travis Holt. Sous enquête pour la mort d'un enfant. Des ex-femmes. Se manifestent avec des allégations de maltraitance. Les registres bancaires montrent un paiement suspect après la mort de Lily Brennan. Les mains de Rebecca tremblaient. Elle attrapa son téléphone et rappela Travis. Cette fois, il répondit. « Nous devons parler », chuchota-t-elle. « Non, nous n'avons pas à le faire. Travis, ils savent tout. Alors tu aurais dû la fermer. Je n'ai rien dit. Peu importe, je ne tomberai pas pour ça. Qu'est-ce que ça veut dire ?» La voix de Travis devint froide. « Ça veut dire que tu es seule. » La ligne devint silencieuse. Rebecca resta assise dans le noir, les larmes coulant sur son visage. Elle avait tout perdu, sa fille, sa liberté. Et maintenant, l'homme qui avait promis de la sauver était parti. Le lendemain matin, Diane reçut un appel du bureau du procureur. C'était Laura Bennett, la nouvelle procureure assignée. Après le retrait de Catherine. « Madame Foster, nous devons parler, hors dossier. » « J'écoute. Nous avons examiné les preuves, toutes, et je ne pense pas que Jordan Hayes ait tué cet enfant. » Diane ferma les yeux. « Merci, mais j'ai besoin de votre aide. Si nous allons poursuivre les bonnes personnes, j'ai besoin de tout ce que vous avez. Chaque pièce de preuve, chaque témoin, tout. Vous l'aurez ce soir. Bien. Parce que cette affaire est sur le point de devenir beaucoup plus importante. » Laura Bennett examina les dossiers du cas avec un regard neuf. Elle vit ce que Catherine avait refusé de voir, un doute raisonnable partout. Elle convoqua Rebecca et Travis pour interrogatoire, agent du FBI présent. Travis arriva avec un avocat. Rebecca vint seule, tremblante. « Madame Brennan, » commença Laura, « nous savons tout sur l'unité de stockage, les médicaments, l'argent. C'est votre dernière chance de dire la vérité. » Rebecca s'effondra. Travis a dit que ce serait facile, que personne ne suspecterait rien. Suspecterait quoi? Que nous... Elle s'arrêta, pleurant plus fort. Laura enregistra chaque mot. Travis tenta de fuir. La sécurité de l'aéroport l'attrapa avec 80 000 $ en espèces et un billet aller simple pour le Mexique. En interrogatoire, il finit par craquer. « Rebecca la voulait morte », dit-il froidement. « L'enfant était dans le chemin. J'ai juste aidé à faire passer ça pour un accident. » « Comment ?»« Du sédatif dans son jus. Puis, la baignoire. Rebecca a appelé Jordan pour que ça ait l'air suspect.
Laura enregistra chaque mot. Rebecca fut arrêtée cette nuit-là. Jordan, regardant depuis la prison, se permit finalement de pleurer. Laura présenta les preuves, des messages entre Rebecca et Travis discutant du plan. L'avocat de Rebecca essaya de prétendre à la coercition, mais les textos racontaient une histoire différente. Une fois qu'elle sera partie, nous serons libres. L'assurance va tout résoudre. Jordan prendra le blâme. Diane présenta une dernière pièce. Un brouillon de courriel sur l'ordinateur portable de Rebecca. Si Jordan disparaît, tout se résout. Le jury octa. Rebecca cria que c'était sorti de son contexte. Personne ne l'a cru. Le jury se retira pour délibérer. Marcus publia l'épisode final de son documentaire, révélant toute la vérité. Travis accepta un accord de plaidoyer, témoigner contre Rebecca pour une peine réduite. À la barre, il détailla tout. Comment Rebecca l'avait planifié pendant des mois. Comment elle avait manipulé Lily pour qu'elle dise les mots sur l'homme dans la salle de bain. Elle a entraîné la gamine pendant des semaines, dit Travis. L'a fait répéter jusqu'à ce que ça sonne vrai. Jordan était assise dans la galerie, enfin libre, regardant la vérité se dévoiler. Marcus filmait tout. Le jury délibéra pendant 3 heures. Coupable. Meurtre au 1er degré. Rebecca s'effondra. Travis reçut 25 ans. Travis monta à la barre des témoins et raconta sa version. Rebecca avait tout planifié. Elle avait donné le sédatif à Lily, l'avait noyée dans la baignoire, puis avait appelé Jordan en demandant qu'elle vienne, urgemment. Le plan était de faire croire que Jordan était seul avec Lily quand la tragédie s'était produite. Mais Jordan était arrivé plus vite que prévu et avait trouvé Lily encore en vie. Inconsciente, mais respirant. Jordan était celle qui avait appelé l'ambulance, et c'est pour ça qu'elle avait été arrêtée. Rebecca avait planté le récit selon lequel Jordan agissait de façon suspecte. Travis admit avoir aidé à nettoyer les preuves et corroborer l'histoire de Rebecca. Dans une scène silencieuse et dévastatrice, il révéla « Rebecca a dit que si Jordan disparaissait, tout se résoudrait. » Rebecca, au banc des accusés, cria que Travis mentait, mais les preuves lasées contredisaient. Diane demanda l'acquittement immédiat de Jordan. Le jury se retira pour délibérer. Marcus publia l'épisode final de son documentaire, révélant toute la vérité. La vidéo atteignit 50 millions de vues en 48 heures. Le pays entier attendait le verdict. Marcus, épuisé, écrivit dans sa dernière narration. « Je pensais que la vérité libérerait quelqu'un. Mais la vérité ne libère pas. Elle montre juste qui a toujours été prisonnier. » Le jury revint après 3 heures de délibération. La salle d'audience était silencieuse alors que le président se levait. Dans l'affaire de l'État. Contre Jordan Hayes, nous déclarons l'accusé non coupable. Les genoux de Jordan cédèrent. Diane la rattrapa, la soutenant alors que les larmes coulaient sur leurs 2 visages. La galerie explosa, moitié acclamant, moitié criant en protestation. Rebecca Brennan était assise de l'autre côté de la salle d'audience, le visage de pierre, alors que les maréchaux se préparaient à l'emmener en détention. 2 semaines plus tard, le procès de Rebecca commença. Les preuves étaient accablantes. Messages textes, registre bancaire, l'unité de stockage, le témoignage de Travis. Mais le coup final vint du FBI. L'agent spécial Maria Santos monta à la barre avec un dossier qui fit taire toute la salle d'audience. Nous avons découvert que Mme Brennan avait tenté un stratagème similaire il y a 4 ans, témoigna l'agent Santos. Partenaires différents, villes différentes. Elle avait souscrit une police d'assurance vie sur l'enfant d'une amie qu'elle gardait, mais elle s'était rétractée avant d'aller jusqu'au bout. Laura Bennett se leva. Ce n'était pas un moment de désespoir, c'était un schéma. Le jury délibéra pendant 2 jours. Coupable, meurtre au 1er degré, fraude, conspiration. Rebecca fut condamnée à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Travis reçut 25 ans dans le cadre de son accord de plaidoyer. Le documentaire de Marcus Klein fut diffusé 3 mois plus tard. L'épisode final montrait le brouillon de courriel de Rebecca sur un écran noir. Si Jordan disparaît, tout se résout.
Puis la voix de Marcus, calme et lourde. Elle a été condamnée pour avoir tué sa fille, mais seulement parce qu'elle n'a pas tué assez bien. L'écran passa à des images de Lily jouant dans un parc, riant, vivante, puis à Jordan, assise, seule dans un nouvel appartement dans une nouvelle ville, fixant par une fenêtre. La vérité n'a pas ramené Lily, dit doucement Jordan à la caméra. Elle ne m'a pas rendu ma vie. Elle m'a juste montré à quel point les gens croient facilement ce qu'ils veulent croire. Les derniers mots de Marcus. Justice a été rendue. Mais le coût était la vie d'un enfant. Et c'est une dette qui ne pourra jamais être remboursée. Le documentaire atteignit 100 millions de vues dans le monde entier. Il déclencha des conversations sur les fausses accusations, les procès médiatiques et le danger de se précipiter vers un jugement. Mais pour Jordan, rien de tout cela n'importait. Elle changea de nom, déménagea dans une petite ville où personne ne connaissait son histoire. Elle ne parla plus jamais publiquement. Rebecca et Travis restèrent en prison, chacun blâmant l'autre. Et le monde passa à la prochaine tragédie virale, au prochain cas polarisant, au prochain gros titre. La tombe de Lily reposait tranquille au cimetière de Maple Ridge. Des fleurs fraîches apparaissaient chaque semaine. Personne ne savait qui les laissait, mais Jordan savait. Elle a toujours su.